Mon mari m'a dit, Phoebe est ta demi-sœur. Ce n'est pas de la tromperie, c'est l'expansion de notre famille. Tu dois accepter qu'elle vive avec nous. Le lendemain, j'ai vidé nos comptes en banque, demandé le divorce et manigancé une vengeance que lui et ma demi-sœur. N'oublierai jamais. Bonjour à tous. Je m'appelle Beverly. J'ai un âge maintenant où la vie est censée être installée. On s'attend à une certaine prévisibilité, un rythme confortable, comme le changement fiable des saisons. Pendant très longtemps, ma vie a été exactement cela, structurée, solide, construite sur une fondation que je croyais inébranlable. J'avais construit une maison, une famille, un avenir, brique par brique d'amour, sans jamais douter du sol solide sous mes pieds. J'ai toujours été le genre de femme qui croyait en un contrat simple avec la vie. Si vous travailliez dur, aimiez de tout votre cœur et restiez fidèle, la vie, en retour, serait bonne avec vous. Mais je me trompais. Si profondément, si terriblement trompé. Les premières années de mon mariage avec Gareth, c'était comme un conte de fées. Nous avons commencé avec rien d'autre qu'un rêve partagé et un petit appartement glacial rempli de meubles d'occasion. Je me souviens avoir ri en essayant de réparer le pied bancal d'une table basse que nous avions trouvée sur le trottoir. Nous n'avions pas d'argent, mais nous avions l'un l'autre. Nous avons économisé, nous avons épargné, et petit à petit, nous avons construit une vie à partir de rien. Il était ambitieux, grimpant les échelons de l'entreprise, et moi, j'étais le cœur de la maison. J'ai trouvé ma joie à créer un sanctuaire pour notre famille. Mon jardin en particulier était ma toile. J'ai mis mon âme dans ce lopin de terre, faisant sortir la vie du sol, la regardant s'épanouir année après année. C'était mon héritage. Nos enfants, Audrey et Spencer, étaient les soleils jumeaux autour desquels notre monde tournait. Notre preuve vivante et respirante d'un amour que je croyais éternel. Et pendant 20 ans, j'ai vraiment cru que nous étions solides, incassables, jusqu'à la nuit où la fondation s'est transformée en sable et où tout ce que j'avais jamais construit a été emporté. Avec le recul, les signes étaient là. Ils le sont toujours, n'est-ce pas? De petites fissures capillaires dans la façade que vous choisissez d'ignorer. Gareth est devenu distant, préoccupé. Je lui racontais ma journée, un nouveau rosier que j'avais planté, et je voyais ses yeux à des millions de kilomètres. Il rentrait tard, sentant faiblement un monde qui ne m'incluait pas. Je me suis dit que c'était le stress. Sa promotion au cabinet s'accompagnait de plus de responsabilités, d'un salaire plus élevé, mais aussi d'heures plus longues. Je lui trouvais des excuses, à nous. Je lui massais les épaules, je lui préparais son dîner préféré, et je me disais, ce n'est qu'une phase. Ça va passer. Mais la vérité était bien plus simple et bien plus cruelle. Il avait déjà décidé que notre mariage était une cage, et il forgeait secrètement une clé. Et puis est venue la nuit qui a tout brisé. Un vendredi. Je ne l'oublierai jamais. J'avais passé tout l'après-midi dans mon jardin, les mains profondément dans la terre riche, m'occupant soigneusement des rosiers anciens que ma grand-mère m'avait donnés en bouture lorsque nous avons acheté la maison. Ils étaient un lien vivant avec elle, avec mon passé. Je suis rentré dans la maison vers 18 heures, fatiguée mais heureuse, sentant le soleil et la terre. La maison était trop calme. Un silence profond et troublant qui semblait anormal. Pas de télévision, pas de musique. Je suis monté à notre chambre. Et il était là, non pas dans son costume de travail, mais habillé pour sortir. Une chemise sombre et impeccable que j'avais repassée pour lui. L'eau de Cologne chère que je lui avais offerte pour son dernier anniversaire flottait dans l'air. Il se tenait devant le miroir en pied, ajustant son col avec une concentration troublante. « Salut », ai-je dit, en essayant d'avoir l'air décontracté alors que je m'appuyais contre le cadre de la porte. « Où allons-nous ? Ne me dis pas que j'ai oublié un rendez-vous galant. » Il ne s'est pas retourné, a juste rencontré mes yeux dans le reflet. Son visage était un masque placide et calme. « Nous n'allons nulle part, Beverly », a-t-il dit, sa voix dépourvue de toute chaleur. « C'est moi qui sors. » Une terreur froide et lourde a commencé à s'installer dans mon estomac. C'était une sensation physique, comme si j'avais avalé une pierre. « Que veux-tu dire, c'est toi qui sors ? » « J'ai un rendez-vous ce soir », a-t-il déclaré, se tournant enfin pour me faire face. Son expression était plate, clinique, comme s'il discutait de la météo. Les enfants sont chez leurs amis pour une soirée pyjama. Je ne rentrerai pas avant le matin. J'ai laissé échapper un rire. C'était un son cassant et aigu qui ne contenait aucun humour.
Une partie de mon cerveau se débattait désespérément pour trouver la blague. Ça devait être une blague. Un rendez-vous? Ce n'est pas drôle, Gareth. Pas du tout. Je ne plaisante pas, a-t-il dit, et la finalité de son ton a fait que le sol s'est dérobé sous mes pieds. Beverly, nous sommes ensemble depuis 20 ans. Je t'aime, mais j'ai juste besoin d'une nuit. Une nuit pour ressentir quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Mon sang s'est glacé. L'odeur de rose sur mes mains, que j'aimais habituellement, semblait maintenant écœurante, comme des fleurs funéraires. De quoi parles-tu? Tu as besoin d'une nuit avec qui? Ma voix était un murmure étranglé. Il a pris une profonde inspiration délibérée. Le genre d'inspiration que l'on prend avant de faire une présentation difficile au travail. C'est Phoebe. Le nom m'a frappé avec la force d'un coup physique. Il m'a coupé le souffle. Phoebe, ma demi-sœur, la fille de la femme que mon père a épousée quelques années après le décès de ma mère d'une longue et douloureuse bataille contre le cancer. Nous n'avons jamais été de vraies sœurs. Il y avait toujours un gouffre entre nous, d'âge, de personnalité. Elle était écervelée, souvent irresponsable, et j'avais passé des années à essayer d'être la grande sœur stable et fiable. Je lui avais prêté de l'argent, je l'avais invitée à toutes les fêtes de famille, je lui avais offert une épaule pour pleurer plus de fois que je ne pouvais compter. Phoebe, ai-je répété le nom, goûtant la bile dans ma bouche. Ma demi-sœur, Phoebe. Elle me comprend, Bev, a-t-il dit, comme si c'était une explication raisonnable. Comme si cela rendait tout cela acceptable. Écoute, il ne s'agit pas de détruire ce que nous avons. Il s'agit de l'agrandir, de les faire évoluer. Pense à ça comme un mariage libre. Un mariage libre. Les mots étaient si étrangers, si grotesques, que j'arrivais à peine à les former. Tu veux jeter 20 ans de notre vie, de notre famille, de notre maison pour un mariage libre avec ma propre demi-sœur? Il a en fait eu l'audace d'avoir l'air agacé, comme si c'était moi qui étais difficile. Tu exagères complètement. Ce n'est pas de la tromperie si je te le dis à l'avance. C'est de l'honnêteté. C'est juste une nuit. Après ce soir, tout redeviendra normal. Normal. J'ai enfin retrouvé ma voix et elle est sortie comme un cri rauque. Rien ne sera plus jamais normal. Si tu sors par cette porte ce soir, Gareth, c'est fini entre nous. Tu me comprends? C'est fini. Il a alors souri d'un air suffisant. Un pli froid et condescendant de ses lèvres qui m'était complètement étranger. C'était le sourire d'un étranger, un étranger cruel. Tu ne divorceras pas de moi, Beverly. Pense Y. Et si tu essaies, je m'assurerai que tu le regrettes pour le reste de ta vie. Cette maison, a-t-il fait un geste vers la pièce que j'avais si amoureusement décorée. Les enfants, l'argent de mon salaire. Je prendrai tout. J'engagerai le meilleur avocat. Je m'assurerai qu'Audrey et Spencer te voient comme la femme amère et démodée qui a détruit leur famille parce qu'elle ne pouvait pas être un peu plus flexible. Je les regardais, mon cœur battant la chamade contre mes côtes. L'homme avec qui j'avais partagé ma vie me menaçait, me faisait chanter pour que j'accepte son infidélité. C'est à ça que ressemble l'amour pour toi? Des menaces? C'est à ça que ressemble la réalité, a-t-il dit en attrapant ses clés et son portefeuille sur la commode. C'est juste une nuit. Ce n'est pas grave. Qui sait, a-t-il ajouté avec un clin d'œil qui m'a retourné l'estomac. Peut-être qu'elle m'apprendra quelques nouvelles choses qui pourraient même pimenter notre mariage. Mes poings se sont serrés, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. Annule ça, Gareth, tout de suite. Et peut-être, juste peut-être, que nous pourrons trouver un moyen de réparer ça. Sinon, je te le jure, il n'y a plus rien à sauver. Il a juste agité une main dédaigneuse, déjà à mi-chemin de la porte. Nous pourrons parler de thérapie demain. Et c'est ainsi qu'il est parti. J'ai entendu ses pas assurés dans les escaliers. Un klaxon a retenti dans la rue. Elle l'attendait. Je suis resté là, figé au milieu de notre chambre, écoutant le bruit de la porte d'entrée s'ouvrir puis se refermer avec un doux clic final. Et puis j'ai craqué. Je n'ai pas seulement pleuré, je me suis effondré. Je suis tombé sur le sol, la moquette épaisse n'amortissant en rien le choc. Et j'ai sangloté. Un son profond et guttural d'une âme déchirée. J'ai pleuré pour mon mariage, pour la femme confiante que j'étais, pour la belle et sûre famille que je pensais avoir. 20 ans de souvenirs partagés,
de blagues privées et de moments tranquilles. Tout cela ressemblait à un mensonge. Il n'avait jamais exprimé une insatisfaction aussi profonde. S'il avait voulu plus d'excitation, plus de passion, plus de quoi que ce soit, il n'avait qu'à me parler. Mais il ne s'agissait pas de nous. Il avait fait son choix bien avant ce soir. Après ce qui a semblé une éternité, les sanglots se sont calmés, laissant derrière eux un vide creux et douloureux. Je me suis relevé du sol. Les larmes se sont arrêtées. Quelque chose de froid, de dur et de clair s'est installé dans ma poitrine, là où se trouvait mon cœur. Une petite partie stupide de moi espérait encore qu'il changerait d'avis, que sa voiture reviendrait dans l'allée et qu'il franchirait cette porte en implorant mon pardon. Il ne l'a pas fait. Bien sûr qu'il ne l'a pas fait. Je suis descendu. La maison, notre maison, me semblait soudain étrangère, comme la maison d'un inconnu. Je suis allé dans la chambre d'amis avec son papier peint floral et le lit qui était rarement utilisé. C'était ma chambre maintenant. Je n'étais pas une idiote. Je savais exactement ce qui allait arriver. Nous vivions dans un état sans faute. Il était le principal soutien de famille. Sa menace n'était pas vaine. Il essaierait d'obtenir la maison, les enfants, l'argent. Il me laisserait avec rien d'autre que les morceaux brisés de notre vie. Il s'en tirerait avec tout et ce serait moi qui en paierais le prix. Je me suis assise au petit bureau dans le coin et j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran brillait dans la pièce sombre. Je me suis connecté à notre banque en ligne. Des années auparavant, ma chère grand-mère était décédée et m'avait laissé un héritage modeste mais significatif. Nous en avions utilisé la plus grande partie pour la compte de cette maison même, mais j'avais insisté pour garder une partie dans un compte d'épargne séparé à mon nom uniquement. Gareth savait qu'il existait, mais il n'y avait pas accès. Je l'avais toujours appelé mon fonds de secours. Eh bien, c'était un ouragan. Mes mains tremblaient, mais mon but était clair. D'abord, je suis allé à notre compte d'épargne commun. J'ai transféré exactement la moitié du solde sur mon compte personnel. Ensuite, j'ai consulté les relevés de nos 3 cartes de crédit communes. J'ai remboursé les soldes de toutes, chaque centime, en utilisant l'argent de notre compte courant commun. Puis, une par une, je les ai annulées. J'ai dû parler à un représentant pour la dernière. J'ai gardé ma voix stable, mon ton professionnel. Oui, la raison de l'annulation est le divorce. J'ai demandé de nouvelles cartes à mon nom uniquement. Lundi matin, à la première heure, j'irai au RH de la bibliothèque où je travaillais à temps partiel et je ferai rediriger mon salaire sur mon compte personnel. J'ai rédigé un email à notre conseiller financier, à envoyer à 9 h lundi, lui ordonnant de diviser notre portefeuille d'investissement en 2. Les premières étapes de ma nouvelle vie terrifiante étant enclenchées, je suis allé à la cuisine et je me suis versé un grand verre de vin. J'ai essayé de dormir dans ce lit d'amis étrange et froid, mais mon esprit était un circuit de course de « et si » et de récrimination. Aurais-je pu l'arrêter? N'étais-je pas assez? Les questions étaient une forme d'auto-torture. Quelque temps avant l'aube, j'ai finalement abandonné. Je me suis levé, je me suis habillé, j'ai préparé une cafetière du café le plus fort possible, et j'ai attendu. Vers 9 h, la porte d'entrée s'est ouverte. Gareth Walston, sifflotant comme s'il revenait d'un agréable jogging matinal. « Bonjour, ma chérie », a-t-il gazouillé. Je suis de retour, comme promis. Je ne l'ai pas regardé. Je suis resté assise là, à la table de la cuisine, la tasse en céramique chaude entre mes mains froides. Quelque part pendant cette longue nuit sombre, mon chagrin s'était consumé, laissant derrière lui quelque chose de plus vif. La clarté. Il avait fait son choix. Ce n'était pas de ma faute. Je ne méritais pas ça. On dit qu'on ne peut pas cesser d'aimer quelqu'un du jour au lendemain, et c'est peut-être vrai. Mais l'amour, ai-je appris, peut se transformer en quelque chose d'entièrement différent. Une indifférence si profonde que c'est comme un vide. Le matin, je n'aimais plus Gareth. Je n'avais même pas l'énergie de le haïr. Je m'en fichais, tout simplement. Et ça, je le savais avec une certitude glaçante, c'était la véritable mort d'un mariage. Il m'a trouvé dans la cuisine quelques minutes plus tard, toujours dans ses vêtements de la veille. « Te voilà », a-t-il dit en écartant les bras en s'approchant de moi. « Tu vois, je suis de retour. Alors tout peut redevenir normal maintenant. » Je me suis levé si vite que ma chaise a raclé le sol. J'ai levé la main, l'arrêtant avant qu'il ne puisse me toucher. « Ne fais pas ça », ai-je dit,
ma voix dangereusement calme. Dieu seul sait où tes mains et tes lèvres ont été. Ses yeux se sont écarquillés de surprise. J'ai poursuivi. Toi et Phoebe, vous devez vous faire tester pour tout. Je veux un rapport notarié d'une clinique avant que tu ne t'approches de moi ou de mes affaires à nouveau. La surprise sur son visage s'est transformée en irritation. Je vois que tu boudes encore, a-t-il ricané. Très bien. Je vais monter faire une sieste. J'ai eu une longue nuit. J'espère que tu auras surmonté cette petite crise de colère à mon réveil et que nous pourrons parler comme des adultes. Et pour mémoire, tu me dois des excuses pour cette attitude. Il s'est retourné et est parti. Je suis resté assise là, à attendre. Je savais ce qui allait arriver. Ça n'a pas pris longtemps. 1 minute plus tard, un rugissement furieux est venu de l'étage. Beverly, qu'est-ce que tu as fait, bordel? Où sont mes vêtements? Qu'est-ce qui se passe? Il est redescendu en trombe dans la cuisine, le visage déformé par la rage. Quel est ton problème? Ai-je demandé en feignant une confusion aux grands yeux. Toutes mes affaires sont là où elles doivent être. Mes affaires? Mes vêtements? Mes articles de toilette. Ils ont disparu de la chambre principale, a-t-il sèchement répondu. Ah, je vois, ai-je dit en prenant une lente gorgée de mon café. Tu sembles être sous l'impression que la chambre principale est toujours la nôtre. Ce n'est pas le cas. Mes affaires sont dans ma chambre. Tes affaires sont maintenant dans la chambre d'amis, là où elles doivent être. Son visage s'est tordu d'incrédulité. Tu as déménagé? Non, ai-je dit calmement, posant ma tasse avec un léger clic. C'est toi qui l'as fait. Je t'ai dit que je ne tolérerais pas ça. J'ai déménagé de notre mariage. La chambre n'est que la première étape. Bientôt, je déménagerai complètement de cette maison. Sa mâchoire s'est crispée. Nous en reparlerons plus tard. Je te donne 1 semaine pour te calmer et surmonter cette crise de colère ridicule. Ensuite, tu pourras tout remettre à sa place. Pas avant d'avoir vu ce résultat de test notarié, ai-je dit en reportant mon attention sur mon ordinateur portable. Il a laissé échapper un grognement frustré et est sorti en trombe. J'ai passé le reste de la journée dans un tourbillon d'activités calmes et déterminées. J'ai plongé dans les lois sur le divorce en ligne. J'ai programmé 3 visites de petits appartements pour la semaine à venir. J'ai imprimé des années de relevés bancaires, de déclarations de revenus et de rapports d'investissement, créant un épais dossier pour l'avocat spécialisé en divorce que je savais que je devrais engager. Quand Audrey et Spencer sont rentrés cet après-midi-là, la tension dans la maison était une couverture épaisse et suffocante. J'ai essayé d'agir normalement, mais c'était impossible. Ce soir-là a été un cours magistral de guerre psychologique. Garrett, dans une tentative transparente de me reconquérir, a préparé mon plat préféré, des lasagnes maison. Il a mis de la musique, s'est comporté comme le mari et le père charmant et parfait. Il pensait qu'une démonstration de normalité me briserait. Il m'a tendu un verre de merlot cher alors que j'entrais dans la salle à manger. Je t'ai versé ça, a-t-il dit en se penchant comme pour m'embrasser. J'ai détourné le visage et ses lèvres ont rencontré l'air. Il a hésité 1 seconde, une lueur d'agacement, d'embarras dans ses yeux. Je m'en fichais. J'ai pris le verre de sa main, je suis allé directement à l'évier de la cuisine et j'ai versé le riche vin rouge dans le drain. Je me suis ensuite servi un verre d'eau glacée. Je sentais les yeux des enfants sur moi. Le silence à table était assourdissant. Je n'ai pas touché aux lasagnes. J'ai juste déplacé la salade dans mon assiette. Finalement, Spencer, mon gentil garçon, habituellement si calme, a demandé, « Maman, tu ne vas pas manger? Papa a fait ton plat préféré. » Non, mon chéri. Je n'ai pas faim, ai-je répondu, ma voix douce mais ferme. Après que le simulacre de dîner soit terminé, je me suis retiré dans ma nouvelle chambre et j'ai verrouillé la porte. Je n'ai pas aidé au nettoyage. Un peu plus tard, j'ai attrapé mes clés de voiture et je suis parti. J'ai conduit sans but pendant 1 heure. Les routes sombres reflétaient mon propre paysage intérieur. J'ai fini dans un restaurant ouvert 24h24 et j'ai mangé un sandwich au fromage grillé et un milkshake à la vanille. C'était la meilleure chose que j'ai mangée depuis des jours. Quand je suis rentré, il était près de minuit. La maison était sombre, à l'exception d'une lumière allumée dans la chambre d'amis. Je suis allé dans la chambre principale, mon sanctuaire, et non seulement j'ai verrouillé la porte, mais j'ai calé mon fauteuil le plus lourd sous la poignée, au cas où.
Il a frappé plusieurs fois, sa voix mielleuse. Bev, allez, ouvre. Parlons. Je suis restée silencieuse, le dos contre la porte, jusqu'à ce que j'entende ses pas s'éloigner. Le lendemain matin, un dimanche, j'étais debout à l'aube. J'avais besoin de m'occuper. Les enfants sont arrivés un par un dans la cuisine, le visage empreint de confusion. J'ai fait bonne figure pour eux. Je leur ai préparé des crêpes, comme n'importe quel autre dimanche. Bonjour, ma chérie. Tu veux des pépites de chocolat dans les tiennes, ai-je demandé à Audrey. Bien sûr, maman. Merci. Quelques minutes plus tard, Spencer est entré. Je ferai les tiennes ensuite, mon chéri, ai-je dit en retournant celle qui était sur la plaque. Puis Garrett est entré. Il a pris une tasse dans le placard et a fixé la cafetière vide avec un regard de droit. Tu n'aurais pas pu me garder une tasse? Tu es un grand garçon, Garrett. Tu sais comment faire du café, ai-je dit sans le regarder. Il a ricané. Laisse tomber. Il a jeté un coup d'œil à la cuisinière. Alors, tu as fait des crêpes? Elles sont pour les enfants, ai-je dit en glissant une assiette fraîche devant Spencer. Il m'a fusillé du regard, mais j'ai refusé de croiser son regard. Après le petit déjeuner, je suis sorti de la cuisine sans un mot de plus. À midi, j'étais sur le canapé du salon, essayant de me perdre dans un match de football. Garrett est entré, essayant toujours ses tactiques de réconciliation passive-agressive. Il a posé une assiette de lasagne restante et une bière fraîche sur la table basse devant moi. Je t'ai apporté le déjeuner pour que tu ne manques pas le match, a-t-il dit avec ce sourire faussement exaspérant. J'ai regardé l'assiette. Je l'ai regardée, puis, sans un mot, j'ai reculé mon pied et j'ai donné un coup de pied dans la table basse. L'assiette, la bière, la fourchette, tout a volé. Les lasagnes se sont étalées contre le mur et le verre et la bière ont moussé sur le tapis perçant. Il a eu un hoquet de surprise. Je me suis levé, je suis allé à la cuisine, j'ai pris une bouteille d'eau du réfrigérateur et je me suis rassise comme si de rien n'était. Je ne mangeais pas son offrande de paix. Je ne la buvais pas. Et non, je n'allais pas nettoyer. C'est lui qui l'avait apportée. C'est à lui de nettoyer le désordre. Nous devons parler, a-t-il dit, sa voix tremblant de rage. Tais-toi. Le match est en cours, ai-je marmonné, les yeux rivés sur l'écran. Pour l'amour de Dieu, Beverly, les enfants ont remarqué, a-t-il insisté. Bien, ai-je dit sans broncher. Alors ils remarqueront aussi quand je serai parti. Il a croisé les bras, le visage un nuage d'orage. Tu ne déménageras pas. Il n'y aura pas de divorce. Je l'ai simplement ignoré. Plus tard cet après-midi-là, la véritable confrontation a eu lieu. Il a dû les envoyer. Audrey et Spencer se sont assis sur les chaises en face de moi. La télévision était en sourdine. Le silence était lourd. Audrey, toujours la plus conflictuelle, a parlé la première. Maman, qu'est-ce qui se passe avec toi et papa? J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder ma voix stable. Votre père et moi allons divorcer. Je veux que vous sachiez tous les deux que ce n'est pas à cause de vous. Nous vous aimons tous les deux plus que tout. Mais ça, c'est entre nous. Spencer a froncé les sourcils, son front plissé d'une inquiétude qui m'a brisé le cœur. Pourquoi? Parce que votre père a fait quelque chose que je ne pourrai jamais pardonner, ai-je dit, ma voix ferme. Il savait exactement ce que j'en pensais, et il a choisi de le faire quand même. Et il n'est pas désolé. L'expression d'Audrey s'est durcie. Tu veux dire son rendez-vous avec tante Phoebe? Un choc m'a traversé. Je me suis tourné vers elle, stupéfaite. Tu étais au courant? Ouais, a-t-elle admis en refusant de croiser mon regard. Papa nous l'a dit. Il a dit que tu n'allais pas être contente. Mon estomac s'est tordu en un nœud douloureux. Alors, tu sais qu'il m'a trompé avec ma propre demi-sœur. Spencer a secoué la tête avec véhémence. Non, il ne l'a pas fait, a-t-il insisté, sa voix pleine d'une conviction qui ne pouvait venir que de son père. Il te l'a dit d'abord. C'était peut-être sournois, mais il a été honnête. Ce n'est pas de la tromperie. Oui, maman, a ajouté Audrey, sa voix prenant un ton condescendant. Il a dit que si tu l'aimais vraiment, tu serais capable de passer à autre chose. Il a dit que ce n'était qu'une nuit. Je les ai regardés, sans voix. La trahison était absolue.
Ce n'était plus seulement mon mari. C'étaient mes enfants. Il prenait son parti. Avec elle. Vraiment, ai-je demandé, ma voix devenant glaciale. Laisse-moi te poser une question, Audrey. Si tu m'aimais, pourquoi voudrais-tu coucher avec quelqu'un d'autre en premier lieu? Audrey a soupiré, un soupir dramatique et blasé que seule une jeune de 16 ans pouvait produire. Allez, maman. Ce n'était qu'une fois. Il a promis que ça ne se reproduirait plus. Parlons des promesses, ai-je dit en me penchant en avant, ma voix basse et intense. Il y a 20 ans, dans une église remplie de nos amis et de notre famille, il a promis d'être à moi et à moi seul. Pour le meilleur et pour le pire, sans exception. S'il peut briser ce vœu, cette promesse sacrée si facilement, pourquoi devrais-je jamais faire confiance à une autre promesse qu'il fait? Spencer a croisé mon regard, son jeune visage figé dans un froncement de sourcils obstinés. Mais tu as promis aussi, maman. Tu as promis de rester avec lui dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est vrai. Je l'ai fait, ai-je reconnu. Mais un contrat a deux côtés. Quand il a rompu son vœu le plus important, il a rompu tout le contrat, ce qui me libère du mien. Audrey a levé les mains en signe de frustration. On ne comprend tout simplement pas. On ne comprend pas pourquoi tu es prête à mettre fin à toute notre famille pour une seule nuit. J'ai secoué la tête, tout le poids de leur jugement s'abattant sur moi. Dans cette histoire, on leur avait dit que j'étais la méchante. C'est moi qui ruinais la famille. Il avait fait son choix. Et quand j'ai fait le mien en réponse, c'est moi qui étais à blâmer. Ils ne voulaient pas entendre ma version. Gareth et Phoebe avaient déjà scénarisé leur rôle. Il était le mari honnête et moderne, et j'étais la mégère rigide et impitoyable. Qu'est-ce qu'une nuit sur 7305? Pour eux, c'était une erreur d'arrondi. Pour moi, c'était tout. Quand ils ont réalisé que je n'allais pas reculer, ils se sont levés et ont quitté la pièce. J'ai remis le son de la télévision et j'ai regardé le reste du match dans une paix profonde et écrasante. La goutte d'eau a fait déborder le vase le lendemain. Je suis rentré des courses pour trouver 2 voitures supplémentaires dans l'allée. La voiture de mes parents et la voiture des parents de Gareth. Une intervention. Ils étaient tous assis dans mon salon, disposés comme un tribunal. Gareth était assis entre sa mère et ma mère, l'air de la partie lésée. Le père de Gareth, un homme que j'avais toujours respecté, a parlé le premier. Beverly, a-t-il dit, sa voix empreinte de déception. Mais moi sommes très déçus de ce que Gareth a fait. Mais nous pensons que tu exagères. J'ai simplement croisé les bras, attendant. Oui, il a couché avec une autre femme, a-t-il poursuivi comme s'il discutait d'une infraction mineure au code de la route. Et oui, c'était irrespectueux. Mais c'était une erreur en 20 ans de mariage. Vous avez 2 enfants merveilleux. Ne jetez pas tout ça. J'ai gardé ma voix parfaitement égale. Ce n'était pas une erreur. Une erreur est accidentelle. C'était planifié. C'était délibéré. Et c'était avec ma demi-sœur. Ma propre mère a alors parlé, sa voix douce et apaisante, et ses mots ont brisé le dernier morceau restant de mon cœur. Il ne t'a pas trompé, Beverly. Pas techniquement. Il t'en a parlé d'abord. J'ai cligné des yeux, la regardant. Excuse-moi. Il a été honnête, a-t-elle insisté. Cela montre qu'il te respecte toujours. Et Phoebe fait partie de la famille. Vous auriez sûrement pu vous asseoir et trouver une solution. Il faut tout un village, ma chérie. J'ai laissé échapper un son qui était à moitié ricanement, à moitié sanglot. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Même ma propre mère lui trouvait des excuses, à eux. Mon père a essayé d'être la voix de la raison. Nous comprenons ta douleur, ma chérie, mais tu dois penser à la situation dans son ensemble. Gareth t'aime. Il a promis que ça ne se reproduirait plus. Vous pouvez surmonter ça avec une thérapie. Ne laisse pas ta fierté te coûter tes enfants et ta maison. Je suis resté là, complètement et totalement seul, entouré des gens qui étaient censés m'aimer le plus. Et je ne m'étais jamais senti aussi isolé. Il s'attendait à ce que je pardonne cela, que j'oublie, que je l'accueille à nouveau dans mon lit. Je ne pouvais pas le faire. Sans un mot de plus, je me suis retourné, je suis allé dans ma chambre et j'ai claqué la porte au nez de leur visage choqué. Le divorce a été un cauchemar, comme il l'avait promis. Gareth s'est battu avec moi sur chaque point, prolongeant la procédure pendant plus d'1 an. Le juge,
voyant un mari aux revenus élevés et une femme travaillant à temps partiel, a ordonné une thérapie de couple. Je suis allé aux 12 séances. Je me suis assise sur le canapé moelleux, j'ai fixé le mur et je n'ai pas dit un seul mot jusqu'à ce que le thérapeute abandonne finalement et rapporte au tribunal que j'étais peu coopérative. Le jugement final a été comme une condamnation à mort. Il a pu rester dans la maison, ma maison, avec Phoebe. On m'a ordonné de continuer à payer la moitié de l'hypothèque jusqu'à ce qu'elle soit vendue. Comme les enfants, maintenant plus âgés, ont choisi de vivre avec lui, on m'a ordonné de payer une pension alimentaire. Et puis l'insulte finale, une pension alimentaire pour conjoint. 1000 $ par mois pendant 5 longues années. 1000 $ de mon argent durement gagné allant à lui et à la femme avec qui il m'a trompé. Ils se sont mariés le week-end après la finalisation du divorce. Une petite cérémonie dans le jardin, dans mon jardin. La moitié de mon maigre salaire leur revenait. J'ai été forcé de liquider une partie de mon épargne retraite, subissant un énorme impôt, juste pour me permettre un acompte sur une petite maison délabrée à rénover dans un quartier moins désirable de la ville. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Mes nuits et mes week-ends sont devenus un tourbillon d'enduit, de peinture et de stratifie bon marché. J'ai mis tout mon chagrin et toute ma rage dans cette petite maison, ponçant les planchers jusqu'à ce que mes mains soient à vif, peignant les murs jusqu'à ce que mes bras me fassent mal. C'était le seul moyen de rester saine d'esprit. Les visites avec les enfants étaient une blague cruelle. Gareth avait toujours une excuse. Oh, Audrey a un récital de danse ce week-end. Spencer a un grand projet d'histoire à rendre. Quand j'arrivais à les voir, ils étaient froids et distants. Ils me traitaient comme une étrangère, une obligation familiale qu'ils devaient endurer. Un jour, quand Spencer avait 17 ans, il m'a dit sans détour qu'il ne voulait plus me voir. C'est trop gênant, maman. J'aurais pu me battre au tribunal, déposer une plainte pour outrage. Mon avocate, une femme gentille mais pragmatique, m'a déconseillé de le faire. À quoi bon, Beverly, avait-elle dit doucement. On ne peut pas forcer une relation. J'ai donc cessé d'essayer. J'envoyais toujours des cadeaux pour les anniversaires et Noël. Je passais des heures à choisir les choses parfaites. Il revenait toujours une semaine plus tard, avec la mention « Retour à l'expéditeur ». La seule chose qui n'est jamais revenue, les chèques que j'écrivais chaque mois pour leur fonds d'études. Il les encaissait sans un mot. 5 longues années solitaires plus tard, j'ai écrit le dernier chèque de pension alimentaire. Je l'ai mis dans l'enveloppe, et en la scellant, j'ai ressenti une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'étais enfin, financièrement, libre. Mais il restait une dernière affaire inachevée. Mon nom était toujours sur l'acte de propriété de cette maison. Notre accord de divorce était très clair. Lui et Phoebe pouvaient y vivre jusqu'à ce que notre plus jeune enfant, Spencer, obtienne son diplôme d'études secondaires. Après cela, la maison devait être vendue et les capitaux propres partagés à 50-50e. Spencer avait jeté son chapeau de diplômé en l'air en juin dernier. J'ai appelé mon avocate le lendemain matin. Le marché immobilier avait explosé. La maison, qui valait environ 300 000 $ lors de notre divorce, était maintenant évaluée à près de 500 000 $. L'hypothèque était presque remboursée. Les capitaux propres étaient substantiels. Je ne le faisais pas seulement pour l'argent, bien que Dieu sache que j'en avais besoin. Je le faisais parce que c'était mon droit. Et j'avoue, une petite partie amère de moi savait que cela mettrait Gareth en fureur. Une semaine plus tard, mon téléphone a sonné. Un numéro non enregistré, mais je savais qui c'était. Beverly, c'est quoi ce bordel, a claqué la voix de Gareth. Pas de salut, pas de préambule. Un sourire lent et satisfait s'est étendu sur mon visage. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Oh, salut, Gareth. Ça fait longtemps. À quoi dois-je le plaisir? Ne fais pas l'idiote. Pourquoi un agent immobilier s'est-il présenté chez moi ce matin avec un contrat de vente et un panneau à vendre? Parce que, conformément à notre jugement de divorce juridiquement contraignant, la condition déclenchant la vente de l'actif a été remplie, ai-je dit en citant le jargon juridique que mon avocate m'avait appris. Spencer a obtenu son diplôme. Il est temps de vendre. Tu dois signer les papiers. Je ne vends pas ma maison, a-t-il rugi. Ce n'est pas ta maison, Gareth. C'est notre maison, ai-je rétorqué doucement. Et tu as 2 options. Soit tu signes le contrat de mise en vente, soit tu me rachètes ma part. À toi de choisir.
tu as 30 jours. Il a crié quelques autres jurons avant de raccrocher. J'ai ressenti une sombre satisfaction. Il a fallu quelques mois et une lettre de mise en demeure de mon avocate, mais il a finalement cédé. Lui et Phoebe ont dû se démener pour obtenir un prêt sur valeur domiciliaire pour me racheter ma part. Je suis parti avec un chèque de 275 000 $. C'était la première fois que je ressentais une lueur de victoire depuis très longtemps. Cet argent a changé ma vie. J'ai remboursé l'hypothèque de ma petite maison à rénover. J'ai rénové la cuisine. Et dans le jardin, j'ai construit mon rêve, un magnifique atelier de poterie lumineux. J'ai acheté un tout nouveau four. J'ai passé les années suivantes à guérir, à reconstruire ma vie, non pas par colère, mais par un amour retrouvé pour moi-même. J'ai commencé à vendre mes poteries sur les marchés d'art locaux. Ce n'était pas pour l'argent. Il s'agissait de créer quelque chose de beau à partir d'un morceau d'argile, quelque chose qui avait traversé le feu et en était ressorti plus fort. C'est à l'une de ces foires que j'ai rencontré Russell. C'était un homme calme, aux yeux gentils, qui fabriquait de magnifiques meubles en bois faits à la main. Son stand était juste à côté du mien. Il avait perdu sa femme d'un cancer quelques années auparavant et élevait seul son jeune fils, Léo. Nous avons commencé à parler le premier jour d'art, de grains de bois et de température de cuisson. Le deuxième jour, nous parlions de la vie. Je lui ai raconté mon histoire, tout le désordre laid et douloureux. Il n'a pas bronché. Il a juste écouté. Quand j'ai eu fini, il a tendu la main à travers l'espace entre nos stands et a doucement pris la mienne. La sienne était chaude et calleuse de son travail. Je suis vraiment désolé, Beverly, a-t-il dit, sa voix pleine d'une empathie sincère que je n'avais ressentie de la part de personne depuis des années. Vous ne méritiez rien de tout ça. Sa simple gentillesse a été comme une digue qui se brise en moi. À la fin de la foire, il m'a demandé s'il pouvait m'inviter à dîner. J'ai dit oui. Alors qu'il s'éloignait avec son fils, Léo, un garçon vif aux taches de rousseur d'environ 10 ans, s'est retourné. Il m'a fait un énorme sourire conspirateur, un clin d'œil rapide et 2 pouces levés enthousiastes. La vie avec Russell était facile de la meilleure façon possible. C'était un amour doux et calme, construit sur une compréhension partagée et un respect mutuel. Léo était une joie, un tourbillon d'énergie et de rire qui remplissait ma maison silencieuse. Un an après notre rencontre, Russell et moi nous sommes mariés lors d'une simple cérémonie dans mon jardin, entourés des roses qui avaient survécu à la tempête. Pour la première fois en une décennie, ma vie était paisible. C'était bien. Et puis, un mardi après-midi, 10 ans après que ma vie ait été déchirée, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Allô ? Une voix vive et excitée a gazouillé à l'autre bout du fil. Salut, maman. Mon cœur s'est arrêté. C'était Audrey. Oui, ai-je dit, ma voix prudente. C'est moi. J'ai une excellente nouvelle, a-t-elle dit, bouillonnant d'une excitation qui semblait à des mondes de notre dernière conversation. Je vais me marier. Un mélange compliqué d'émotions m'a envahi. Joie, douleur, une profonde blessure persistante. Mais j'ai refoulé la blessure. C'est merveilleux, ma chérie, ai-je dit en forçant une chaleur que je ne ressentais pas entièrement dans ma voix. Je veux que tu sois au mariage, a-t-elle dit. Une lueur d'espoir s'est allumée dans ma poitrine. Bien sûr, ai-je dit, les mots se coinçant dans ma gorge. Te conduire à l'hôtel serait le plus grand honneur de ma vie. La ligne est restée silencieuse un moment. Puis elle s'est éclaircie la gorge. Oh, eh bien, non. Papa me conduit à l'hôtel. Lui et tante Phoebe paient pour tout, tu vois. Et comme ce serait, tu sais, gênant pour tout le monde, nous avons pensé qu'il serait préférable que tu ne sois pas au premier rang. Mais je veux vraiment, vraiment que tu sois là en tant qu'invité. La lueur d'espoir est morte, laissant derrière elle une cendre froide et familière. Papa, ai-je répété, ma voix plate. L'homme qui m'a trompé avec ta tante, sa femme, te conduit à l'hôtel. Audrey a soupiré, un son de pure exaspération. Maman, peux-tu s'il te plaît ne pas faire ça aujourd'hui ? J'essaie d'arranger les choses. Et de plus, si tu n'étais pas parti et n'avais pas été si dramatique, papa et tante Phoebe ne seraient jamais tombés amoureux en premier lieu. L'audace pure et sans mélange de cette déclaration a brisé quelque chose en moi. Alors, après toutes ces années, tu penses toujours que j'ai fait quelque chose de mal ? Plus de silence. Elle n'avait pas de réponse.
J'ai pris une profonde inspiration tremblante. Alors je ne serai pas là, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Tu viens de donner le dernier et le plus précieux honneur que j'ai en tant que ta mère à l'homme qui a brisé notre famille. Et franchement, Audrey, je doute que ton mariage dure. Tu as été élevée par des menteurs. Tu finiras probablement par tromper, tout comme ton père l'a fait. Sa voix est devenue glaciale. Très bien. Si c'est ce que tu ressens, alors ne t'attends pas à voir tes petits-enfants un jour. Si tu les élèves avec les mêmes valeurs tordues avec lesquelles tu as été élevé, ai-je répliqué, les mots ayant un goût de poison. Alors je ne veux pas, il y a eu une inspiration aiguë et blessée à l'autre bout de la ligne. Puis, à travers les dents serrées, elle a craché des mots qui faisaient écho à ceux de son père d'il y a une décennie. Papa avait raison sur toi. Tu es une femme amère et égoïste. Et puis elle a raccroché. Je suis resté là, dans ma belle cuisine ensoleillée, le téléphone toujours collé à mon oreille, la tonalité bourdonnant. J'ai lentement baissé la main. Je ne ressentais rien, juste un vaste vide froid. J'ai mécaniquement mis mon tablier, je suis allé dans mon atelier et je me suis remise au travail à mon tour de potier. L'argile n'allait pas se centrer toute seule. J'étais tellement absorbé par le tournoiement rythmique, forçant la masse chaotique d'argile à devenir quelque chose de beau, que je n'ai pas remarqué que Léo, maintenant un adolescent dégingandé, était rentré de l'école. Je ne l'ai pas vu jeter un coup d'œil à mon visage, voir les larmes non versées dans mes yeux, puis prendre tranquillement mon téléphone sur le comptoir. J'étais absolument furieuse. J'avais essayé. J'avais tendu la main, tendu un rameau d'olivier à la femme qui nous avait abandonnés, et elle me l'avait jeté à la figure et avait insulté mon futur mari. C'était de sa faute. Tout. Elle avait déchiré notre famille avec son entêtement. Mon téléphone posé sur mon bureau a de nouveau sonné. Un autre numéro inconnu. Au milieu des préparatifs du mariage, je recevais des appels de fleuristes, de traiteurs et de DJ toute la journée. J'ai répondu sans réfléchir. Allô, ici Audrey. Une voix aiguë et inconnue, la voix d'un jeune homme, a traversé la ligne. Est-ce Audrey Williams? Oui, ai-je dit, un peu impatiente. Qui est-ce? Tu peux arrêter d'appeler ma mère et d'être une sorcière en fonte avec elle. La voix a claqué, dégoulinant d'un venin qui m'a prise au dépourvu. J'ai cligné des yeux, complètement prise au dépourvu. Excusez-moi. Qui diable êtes-vous? Je m'appelle Léo, a-t-il dit, son ton aussi froid et tranchant que du verre brisé. Mon père a épousé ton ex-mère, et c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. Je l'aime, et je ne resterai pas là à te laisser la traiter comme tu le fais. Toi, Audrey, tu es une insulte à toutes les filles. J'étais sous le choc, essayant de comprendre les mots. De quoi parles-tu? Tu ne sais rien de ma famille. Léo a laissé échapper un rire amer et sans humour. Oh, je sais tout. Je sais que ton père a trompé ma mère avec sa propre demi-sœur. Je sais qu'il vous a manipulé, toi et ton frère, pour la blâmer. Et je sais que tu l'as défendu. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ton caractère. Ma propre mère, ma vraie mère qui est décédée, aurais-tu honte de toi? Il a fait une pause et ses mots suivants ont été délivrés comme des frappes de précision. Beverly n'est pas ma mère biologique, mais elle est plus une mère pour moi en quelques années que je la connais que tu n'as été une fille pour elle de toute ta vie. En fait, je devrais probablement remercier ton père visqueux et infidèle d'avoir été si stupide. Parce que s'il n'avait pas jeté une femme comme Beverly, je ne l'aurais jamais eu comme mère. J'étais complètement sans voix. Ma gorge était serrée, mon esprit vide. La voix de Léo a encore baissé, plus froide. Alors, laisse-moi te donner un conseil gratuit. Quand tu diras tes vœux de mariage demain, je veux que tu regardes profondément dans les yeux de ton fiancé et que tu imagines ce que ça fera quand il te trompera. Parce que d'après l'exemple que tu suis, il le fera. Et quand ce jour viendra et que ton petit monde parfait s'effondrera, je veux que tu m'appelles. J'adorerais te rire au nez. Et puis la ligne s'est coupée. J'ai regardé mon téléphone, ma main tremblant. Je n'avais aucune idée que ma mère s'était remariée, qu'elle avait un nouveau fils. Et pourtant, quelque chose dans la loyauté féroce de la voix de ce garçon, la vérité brute de ses paroles, s'est insinué sous ma peau. Cela m'a rappelé une époque lointaine où j'aurais défendu ma mère avec la même férocité, avant que mon père et Phoebe n'aient si habilement tordu ma réalité, me convainquant que la douleur de ma mère était en fait son égoïsme, que son refus d'accepter leur liaison était sa destruction de notre famille.
Je les avais crus pendant 10 ans. Je les avais crus. Le jour du mariage est arrivé dans un brouillard. Alors que mes demoiselles d'honneur s'agitaient autour de mes cheveux et de mon maquillage, les derniers mots de ma mère et la prophétie venimeuse de ce garçon résonnaient dans mon esprit. Pendant un instant fugace, j'ai ressenti une profonde tristesse que ma mère ne soit pas là. Mais je l'ai refoulée. J'avais tendu la main. Elle m'avait rejeté. C'était son choix. Mon fiancé, Mitchell, m'attendait à l'hôtel. Son beau visage s'est illuminé d'un sourire nerveux et heureux. Mon cœur s'est gonflé. J'étais entouré de la famille qui avait choisi de rester. Spencer se tenait fièrement en tant que l'un des garçons d'honneur de Mitchell. Mon père, Garrett, rayonnait en prenant mon bras pour me conduire à l'hôtel. À l'hôtel, il a soulevé mon voile, m'a embrassé la joue et a murmuré « Félicitations, ma petite ». La voix du prêtre était un bourdonnement lointain. « Qui donne cette mariée en mariage ?» a répondu mon père, sa voix pleine de fierté paternelle. Sa tante Phoebe et moi. Quelque chose dans cette phrase semblait profondément faux, une note discordante dans une belle symphonie. J'ai mis ce sentiment de côté. J'ai regardé dans les yeux aimants de Mitchell et j'ai commencé à réciter les vœux que j'avais mémorisés. De l'avoir et de la garder à partir de ce jour. Pour le meilleur, pour le pire, pour le plus riche, pour le plus pauvre, dans la maladie et dans la santé, pour l'aimer et la chérir, renonçant à tous les autres, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je me suis figé sur les mots « renonçant à tous les autres ». En regardant dans les yeux de Mitchell, l'église, les invités, tout s'est estompé. Ma vision s'est brouillée, et une image horrible a traversé mon esprit, Mitchell, des années plus tard, avec une autre femme. Puis, aussi vite, l'image a changé. Je me suis vu, 10 ans de plus, debout devant mon père, lui disant que j'avais couché avec quelqu'un d'autre, utilisant ses propres excuses pathétiques. Un murmure collectif a parcouru les bancs. Le front de Mitchell s'est plissé d'inquiétude. « Audrey, ma chérie, ça va ?» Et à ce moment-là, un poids que je ne savais même pas que je portais depuis 10 longues années s'est simplement levé. Un vrai sourire sincère s'est étendu sur mon visage. « Je comprends enfin », ai-je chuchoté. Mitchell a cligné des yeux, complètement confus. « C'est super, mais qu'est-ce que tu comprends ?» « Tout. » J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer et je l'ai regardé droit dans les yeux, mon amour pour lui plus clair que jamais. « Mitchell, est-ce que tu m'aimes ?» Son froncement de sourcils s'est approfondi en inquiétude. « Bien sûr que je t'aime, Audrey. » « Qu'est-ce qui se passe ? » ?»« Tu me fais peur. » J'ai expiré lentement. Une longue inspiration purificatrice. « Parce que je ne peux pas t'épouser aujourd'hui. » Un hoquet d'horreur collectif a balayé l'église. Le visage de Mitchell est devenu blanc. « Tu me quittes à l'hôtel ?» Je lui ai serré les mains fermement, pour le rassurer. « Non, jamais. Nous allons nous marier. Je te le promets, juste pas aujourd'hui. » Les chuchotements dans l'église se sont faits plus forts. Je les ai ignorés. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me fichais de ce que les autres pensaient. Ça, ai-je dit en faisant un vague geste vers toute l'affaire élaborée. Tout ça est faux, et je dois arranger les choses. Je ne me marierai qu'une seule fois dans ma vie, Mitchell, et ce sera avec toi. Mais je dois d'abord réparer quelque chose. Je me suis tourné pour faire face à nos invités stupéfaits. Ma voix résonnant avec une confiance retrouvée. Je suis vraiment désolé tout le monde, mais je ne peux pas faire ça aujourd'hui. Nous n'annulons pas ce mariage. Nous le reportons simplement. Nous vous communiquerons la nouvelle date. Mais, ai-je ajouté avec un grand sourire. La salle de réception est payée. Le bar est ouvert et l'orchestre est déjà installé. Alors, s'il vous plaît, allez manger, boire et profiter de la fête. Quelques rires épars et confus ont émergé de la foule. Mon regard a trouvé celui de mon père. J'ai souri d'un air suffisant. Et ne t'inquiète pas, papa. C'est toujours toi qui paies la note. Sans un mot de plus, j'ai attrapé la main de Mitchell et je me suis retourné pour remonter l'allée. Mais avant que nous puissions partir, mon père et Phoebe se sont mis devant nous, nous barrant le chemin. Le visage de mon père était un nuage d'orage de fureur. « Qu'est-ce que tu crois faire, au nom de Dieu ?» a-t-il demandé. J'ai rencontré son regard sans broncher. « Je suis en train de réparer une erreur. » Phoebe, le visage pâle, a demandé « Quelle erreur ?» Ma mâchoire s'est crispée.
La plus grande erreur que j'ai jamais faite de ma vie, ai-je dit, ma voix dégoulinant de mépris. L'erreur de croire à vos mensonges. L'erreur de blâmer ma mère au lieu de l'aider à faire vos valises de tricheur pathétique et de vous mettre à la porte. Les lèvres de mon père se sont entr'ouvertes de choc. Audrey, je suis ton père. J'ai laissé échapper un rire aigu et amer. Oui, tu le es. Tu es aussi un menteur et un tricheur. Et tu sais ce qu'on dit, papa. Une fois un tricheur, toujours un tricheur. Une clarté horrible m'a envahi. La raison pour laquelle j'avais été si aveugle pendant si longtemps, c'est que admettre qu'il avait tort signifiait admettre que tout mon monde depuis le divorce était construit sur un mensonge. Si Mitchell me trahissait un jour comme tu as trahi maman, ça me détruirait, ai-je dit, ma voix tremblant d'émotion. Et si je lui faisais ça un jour, je ne vaudrais pas mieux que toi. Tout ce temps, j'ai été aveugle. C'est ma mère qui disait la vérité. C'est elle qui était l'exemple de la force. Toi. Tu étais l'erreur. De quoi parles-tu, a-t-il balbutié, mais je l'ai vu. La lueur de pure panique dans ses yeux. J'ai penché la tête, ma voix baissant jusqu'à un murmure mortel. Allez, papa. Tu crois vraiment que je ne suis pas au courant de tes voyages d'affaires avec ton assistante, Jessica? Ou que dire de Carlos, le type de la piscine de ta nouvelle maison? C'est drôle comme il doit toujours passer plus de temps à nettoyer le filtre quand Phoebe est sortie faire les courses. Je suis rentré de l'université plus tôt quelques fois. J'ai vu les SMS. J'ai tout vu. J'ai juste choisi de l'ignorer parce que c'était plus facile. Un hoquet d'horreur a parcouru l'église. Phoebe a regardé mon père, son visage s'effondrant. Puis une idée, vive et brillante, m'a frappé. Je me suis tourné vers mon père et avec le sourire le plus doux et le plus glacial que j'ai pu rassembler, j'ai dit, devant Dieu et tous nos amis et notre famille, je jure de te rembourser chaque centime que tu as dépensé pour ce mariage. Et je fais ce vœu avec la même sincérité que ma mère lorsqu'elle a fait ses vœux envers toi. Son visage est devenu cendré. Ouais, il ne devrait pas retenir son souffle. Mon père étant réduit au silence par l'horreur et Phoebe ayant l'air sur le point de s'évanouir, j'ai attrapé la main de Mitchell. Allons-y, ai-je chuchoté. En sortant, j'ai vu le vidéaste, sa caméra toujours en marche, les yeux écarquillés. Je lui ai fait un rapide signe de tête. Vous avez tout filmé? Il a souri, un air de pure joie professionnelle sur le visage. Oh, ouais. Chaque seconde glorieuse. Il était déjà en train de sortir la carte mémoire pour me faire une copie. J'ai rapidement signé un formulaire de décharge qu'il avait sur un presse-papier, lui donnant la permission de publier l'intégralité du clip non édité en ligne. Que le monde voie mon père pour ce qu'il était vraiment. Si vous écoutez toujours, pourriez-vous me faire une énorme faveur et cliquer sur le bouton j'aime et commenter le chiffre ainsi dessous? De cette façon, je saurai que vous m'avez donné un j'aime et je saurai que vous êtes là avec moi dans ce voyage. Votre soutien est un encouragement massif pour moi. S'il vous plaît, commentez le chiffre 1 et laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Mitchell et moi nous sommes précipités hors de l'église, dans le soleil éclatant, laissant le chaos derrière nous. Son frère était censé ramener sa voiture à la maison après la réception, mais elle était déjà prête pour notre lune de miel. Nos plans avaient changé, mais pour la première fois, j'avais l'impression d'aller dans la bonne direction. Je me suis glissé sur le siège passager, ma robe blanche ridicule se froissant autour de moi et mon cœur battant la chamade avec un mélange sauvage de terreur et d'euphorie alors que Mitchell mettait le contact. Où allons-nous? A-t-il demandé, sa voix stable, ses yeux pleins d'un amour et d'une confiance qui me donnaient envie de pleurer. Conduis simplement vers l'ouest, ai-je dit en sortant mon téléphone, mes doigts volant sur l'écran. Je vais mettre l'adresse. Trouver ma mère n'a pas été difficile. Je connaissais le nom de la petite ville où elle avait déménagé. Une recherche rapide en ligne dans les registres publics m'a donné son adresse. À 2 heures de route. 2 heures pour répéter les excuses que je lui devais depuis une décennie. J'espérais juste qu'elle serait à la maison. Nous ne nous sommes pas arrêtés pour nous changer. Je devais le faire maintenant. Ouvrir sa porte d'entrée pour trouver une jeune femme en robe de mariée complète et un homme en smoking sur son porche est, j'imagine, une expérience surréaliste. Encore plus lorsque cette femme est la fille qui vous a rayé de sa vie il y a 10 ans. Je savais qu'aujourd'hui était le jour de son mariage. Alors pourquoi diable était-elle ici, ressemblant à une mariée en fuite? Sa voix, quand elle a parlé, était un murmure tremblant. « Maman, on peut parler ?» J'étais abasourdi.
Je n'ai pu que m'écarter, faisant un geste stupide vers le salon où Russell et Léo étaient assis sur le canapé, la bouche bée. Audrey, ai-je dit, ma voix rauque. C'est mon mari, Russell, et notre fils, Léo. Je me suis tourné vers le beau jeune homme à côté d'elle, qui me regardait avec une expression de profond respect. Et vous êtes ? Oh, c'est vrai, est intervenue Audrey, ses joues rougissant. Maman, c'est mon fiancé, Mitchell Jensen. Fiancé ? J'ai froncé les sourcils, la confusion grandissant. Je pensais que tu venais de te marier. Elle a hésité, ses yeux se remplissant de larmes. Je n'ai pas pu le faire, a-t-elle étouffé. Pas sans que tu sois là. Pas sans que ce soit toi qui me conduise à l'hôtel. Les larmes ont finalement coulé, traînant sur ses joues. Maman, je comprends enfin. Tu avais raison depuis le début. J'étais si aveugle, si prise dans les mensonges de papa. Je t'ai blâmé alors que c'est lui qui est parti. J'étais jeune et stupide et tellement dans l'erreur. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin que tu me pardonnes. Et j'ai besoin que tu me conduises à l'hôtel. Je suis resté là, figé, le monde basculant sur son axe pour la deuxième fois de ma vie. Mais cette fois, il se remettait en place. Pourtant, une question me brûlait les lèvres. Audrey, que s'est-il passé au mariage ? Elle a jeté un coup d'œil à Mitchell, qui lui a fait un signe de tête encourageant. Elle a sorti une petite clé USB de son minuscule sac à main. Tu devrais probablement juste regarder ça. Pendant que Mitchell allait à la voiture pour récupérer leurs valises et que Russell, toujours l'hôte gracieux, montrait à Audrey une chambre d'amis pour qu'elle puisse se changer, j'ai branché la clé sur sa télévision intelligente. Quand ils sont tous revenus dans le salon, j'ai appuyé sur lecture. J'ai regardé la vidéo de la belle cérémonie de mariage. J'ai regardé ma fille commencer ses vœux, puis je l'ai regardée s'arrêter. J'ai regardé comment, devant une église comble, elle a trouvé sa voix et a courageusement dénoncé son père, l'exposant comme le tricheur en série et le menteur qu'il était. À la fin de la vidéo, la pièce était silencieuse. Audrey s'est tournée vers moi, les yeux à vif d'émotion. Quand j'ai regardé Mitchell, a-t-elle dit doucement, j'ai réalisé à quel point ça me ferait mal s'il me faisait un jour ce que papa t'a fait. J'ai enfin vraiment compris ce que renoncer à tous les autres signifie vraiment. Et j'ai réalisé à quel point je t'avais déshonoré, la femme la plus honorable que je connaisse, en laissant cet homme prendre ta place. Elle s'est ensuite tournée vers Léo, qui regardait depuis l'embrasure de la porte avec un sourire timide. Et j'ai besoin que mon petit frère soit un garçon d'honneur. Ton amour vache très direct a été le réveil dont j'avais désespérément besoin. Nous avons parlé pendant des heures cet après-midi-là et pendant les jours qui ont suivi. Audrey et Mitchell ont fini par rester avec nous toute la semaine, leur pré-lune de miel impromptue. Ce fut la semaine la plus réparatrice de ma vie. J'ai appris à connaître Mitchell et, à mon grand soulagement, c'était un homme solide et merveilleux, et j'ai retrouvé ma fille. Spencer, apprenant ce qui s'était passé, est venu nous voir à la fin de la semaine. La réunion a été gênante au début, pleine d'excuses tacites, mais pour la première fois en une décennie, j'avais mes 2 enfants sous mon toit, riant, parlant, guérissant. Audrey a ignoré les centaines d'appels et de SMS furieux de son père et de Phoebe. Elle a cependant répondu aux appels de ses amis, qui lui ont raconté avec enthousiasme comment les invités du mariage avaient en effet profité de la réception aux frais de son père. Il avait apparemment essayé de tout annuler, mais il était trop tard. Il a fini par bouder dans un coin avec un verre pendant que tout le monde faisait la fête. Spencer a même envoyé à Audrey une vidéo qu'il avait discrètement prise de Gareth et Phoebe se disputant de façon spectaculaire sur le parking. Leur mariage, semblait-il, s'effondrait sous le poids de la vérité. À la fin de la semaine, une nouvelle date de mariage a été fixée. Même lieu, exactement 1 an plus tard. Cette fois, c'est moi qui payais. Et cette fois, c'est moi qui la conduisais à l'hôtel. L'année suivante a été un tourbillon de préparatifs heureux et chaotiques. La vidéo du premier mariage, comme Audrey l'avait espéré, est devenue virale localement. L'image publique parfaite de mon ex-mari, Gareth, a été brisée. Ses affaires ont souffert. Son mariage avec Phoebe a implosé dans un divorce public désordonné qui lui a coûté une fortune. Il a fini par devoir vendre la maison, ma maison, mon jardin pour tout payer. Phoebe, ai-je entendu dire, a déménagé dans un autre état pour échapper à l'humiliation. Le karma, il s'avère, est un comptable patient et minutieux.
Le jour du deuxième mariage a été tout ce que le premier n'était pas. Il était rempli de joie et d'amour sincère. Prête, maman, a demandé Audrey en me serrant le bras alors que nous attendions que les portes de l'église s'ouvrent. Aucune mère n'est jamais vraiment prête à laisser sa fille partir, mais j'étais plus que prête pour cela. J'étais honoré. Les portes se sont ouvertes et la musique a enflé. La tête haute, j'ai conduit ma belle-fille à l'hôtel. J'ai vu Spencer au premier rang, assis à côté de Russell et d'un Léo rayonnant. J'ai vu Gareth au quatrième rang, un spectateur au visage sombre au mariage qu'il n'organisait pas. Le siège au premier rang qu'il avait autrefois revendiqué appartenait maintenant à ma famille. Ma vraie famille. La voix du prêtre a rempli le sanctuaire. Qui donne cette femme en mariage? J'ai redressé mes épaules, ma voix claire et forte. Sa mère. J'ai embrassé la joue d'Audrey, j'ai chuchoté, je t'aime, ma petite, et j'ai placé sa main dans celle de Mitchell. Puis j'ai pris ma place légitime à côté de mon mari. J'ai regardé Audrey faire face à Mitchell, sa voix stable et sûre, ses yeux ne le quittant jamais. Quand elle a atteint la dernière partie de ses vœux, elle a levé le menton, sa voix résonnant avec une certitude inébranlable qui a rempli mon cœur à ras-bord, laissant tous les autres derrière. Ce fut une cérémonie parfaite. À la réception, je me suis assise à la table d'honneur, la main de Russell chaleureusement dans la mienne. De l'autre côté de la salle, je pouvais voir Gareth siroter un whisky, son regard oscillant entre moi et la piste de danse, son visage un masque de regret amer. Mes devoirs étaient accomplis. J'avais conduit ma fille à l'hôtel. J'avais porté un toast sincère aux jeunes mariés. J'avais partagé une belle danse mère-fille. Puis, alors qu'une chanson lente commençait à jouer, une voix familière a coupé le joyeux brouhaha. « Beverly, ça te dérange si je t'emprunte pour une danse ?» C'était Gareth. Russell a serré ma main d'un air interrogateur. J'ai souri à mon mari. « C'est bon. Je reviens tout de suite. » J'ai laissé Gareth me conduire sur la piste de danse, gardant une distance respectable entre nous. Pendant un moment, nous avons dansé dans un silence tendu et gêné. Puis il a parlé, sa voix épaisse d'apitoiement. « Tu étais juste censé me donner cette nuit-là, tu sais. » C'était l'accord. Nous étions censés passer à autre chose. J'ai soupiré, fatigué de ce vieux disque rayé. Ce n'est pas comme ça que le mariage fonctionne, Gareth. Ce n'est pas comme ça que l'amour fonctionne. Je n'ai jamais voulu que tout ça arrive, a-t-il chuchoté comme s'il était la victime. J'avais juste besoin d'une nuit. Nous aurions pu être ensemble pour toujours. Tu es la seule femme que j'ai jamais vraiment aimée. J'ai haussé un sourcil. Alors pourquoi as-tu épousé Phoebe? Parce que tu as divorcé de moi, a-t-il dit, sa voix montant. Je ne l'aimais pas. Pas comme je t'aimais toi. Mais je l'aimais bien et je ne voulais pas être seul. Il a secoué la tête, un homme pathétique et brisé. Alors tu as détruit notre mariage pour une nuit de sexe médiocre avec ma demi-sœur. Puis tu as ruiné ton deuxième mariage parce que tu ne pouvais pas garder ta braguette fermée. Il a eu la grâce de baisser les yeux vers ses pieds. Je n'aurais jamais pensé qu'Audrey se retournerait contre moi comme ça. C'est ça le problème, Gareth, ai-je dit alors que les dernières notes de la chanson s'estompaient et que je m'éloignais de lui pour la dernière fois. Tu ne penses jamais à personne d'autre qu'à toi. Il a tendu la main vers la mienne, un regard désespéré dans les yeux. Nous avions un bon mariage, Bev, pendant longtemps. Peut-être que nous pourrions. J'ai ri. Un rire sincère, authentique et libérateur. Non seulement non, Gareth, mais un non catégorique. Même si je n'étais pas heureusement marié à un homme merveilleux, tu as détruit toute chance de cela quand tu as empoisonné nos enfants contre moi. Maintenant, regarde autour de toi. J'ai un mari que j'aime et qui me respecte. J'ai un fils que j'adore. Et j'ai deux beaux enfants qui ont finalement retrouvé leur chemin vers moi. Le meilleur que je puisse t'offrir, c'est une civilité polie lors des futurs événements familiaux. C'est tout. Au revoir, Gareth. Ce soir-là a été la dernière fois que nous avons eu une vraie conversation. Ma vie maintenant est pleine. Elle est bruyante. Elle est désordonnée. Et elle déborde d'une joie que je pensais avoir perdue pour toujours. Audrey et Mitchell ont deux beaux enfants, mes petits-enfants, qui remplissent ma maison de rire. Spencer a épousé une femme merveilleuse, et ils attendent leur premier enfant. Nos maisons sont proches, et nos vacances sont un cirque chaotique et heureux de nourriture, de famille et d'amour.
Certaines personnes pourraient dire que j'aurais dû me battre pour plus de vengeance contre Gareth et Phoebe. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas eu à le faire. Ils se sont détruits eux-mêmes avec leurs propres mensonges et tromperies. Toute action que j'aurais entreprise ne m'aurait fait que descendre à leur niveau. Au lieu de cela, j'ai choisi de m'élever. J'ai choisi de construire une nouvelle vie parce que la meilleure vengeance, comme on dit, n'est pas bruyante et tape à accent grave l'œil. C'est une vie bien vécue. Et ma vie est très, très bien vécue. Merci à tous d'avoir écouté mon histoire. Ce n'était pas facile à raconter, mais la partager, savoir que vous êtes là à écouter, ça aide. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, si vous vous êtes déjà senti brisé et seul, sachez que vous ne l'êtes pas. Il y a toujours de l'espoir pour un nouveau chapitre. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle a résonné en vous, et s'il vous plaît, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est possible de reconstruire, de guérir et de retrouver le bonheur. Je vous verrai tous dans la prochaine.